Une millionnaire a exigé que je sois expulsé de l'avion parce que je sentais les animaux. Mais elle ne savait pas qui j'étais vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires captivantes. Je n'ai jamais été un homme aux grandes exigences. Ma place a toujours été sur la terre, dans l'humilité de comprendre chaque sillon du sol, dans la grandeur de voir l'eau couler à travers les champs et dans l'espoir que chaque récolte nous apporte notre subsistance. Mais ce matin-là, dans l'avion, fut l'une des humiliations les plus amères que j'ai jamais vécues. J'avais un vol pour la ville, quelque chose de rare mais nécessaire pour traiter de ma santé et du projet que j'avais développé avec mon fils pour l'irrigation des plantations. J'étais fatigué, un peu nerveux à cause du bruit, quand j'ai senti une main sur mon épaule. C'était une femme élégante, avec un regard qui révélait tout, le mépris. « Descendez de cet avion », ordonna-t-elle. « Votre odeur est insupportable. » Humilié, j'ai obéi. Je pensais qu'il ne me restait plus qu'à avaler ma honte et attendre le prochain vol. Mais en descendant les marches, j'ai remarqué une jeune femme qui, discrètement, filmait la scène avec son téléphone portable. Plus tard, j'ai appris qu'elle était une journaliste amie de la fille de la femme qui m'avait expulsé. Elle verrait, comme peu de gens, le pouvoir d'une lentille pour montrer des vérités inconfortables. Ce fut ma fille qui, plus tard, m'apporta une surprise encore plus grande. « Papa, dit-elle, je suis amoureuse du fils de cette femme. Je veux que tu le rencontres. » Mon cœur fit un bond, mais je décidai de lui donner le respect qu'elle méritait. J'acceptai l'invitation à un dîner entre les familles. Je n'avais aucune idée à quel point le passé se déroulerait à table ce soir-là. En arrivant, l'ambiance était pleine de tension. Le mari de la femme qui m'avait expulsé était là, et en me voyant, son visage se transforma en choc et remords. Il y a de nombreuses années, nous étions amis et partenaires, développant ensemble une technologie agricole révolutionnaire. J'étais passionné par le projet, par ce qu'il pourrait représenter pour les petits agriculteurs. Mais il avait choisi une autre voie. Quand une opportunité dans le monde de la finance s'était présentée, il était parti, me laissant seul, luttant pour subvenir aux besoins de ma famille et réaliser ce rêve, même si ce n'était que dans ma mémoire. La révélation causa la stupéfaction chez tous. L'homme, quant à lui, semblait revivre quelque chose qu'il essayait lui-même d'enterrer. La femme qui m'avait expulsé, froide au début, commença à changer d'expression. Je me souvins de sa mère qui, dans sa jeunesse, m'avait soutenu dans le projet de culture. J'appris qu'elle n'avait eu connaissance de cette amitié que des années plus tard. Ce coup porté à sa posture la fit réfléchir, et je pus voir que quelque chose dans son orgueil commençait à s'effondrer. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère étrange, mélange de tension et de curiosité. Les regards s'échangeaient, lourds de questions non formulées. Mon fils, assis à côté de sa bien-aimée, semblait partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Je pouvais sentir sa main serrer celle de sa petite amie sous la table, comme pour puiser de la force. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les langues se déliaient peu à peu. Le mari de la femme, mon ancien ami, commença à parler de notre passé commun, de nos rêves de jeunesse. Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qu'il essayait de contenir. Il raconta comment nous avions passé des nuits entières à discuter de nos projets, à imaginer un avenir où l'agriculture serait plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Je me souviens de cette nuit où nous avons eu l'idée de notre système d'irrigation, dit-il, les yeux brillants de nostalgie. Nous étions si excités que nous n'avons pas dormi, dessinant des croquis sur des serviettes en papier jusqu'à l'aube. Je hochai la tête, submergé par mes propres souvenirs. Oui, et tu te rappelles comment nous avons construit notre premier prototype avec des pièces de récupération ? Ajoutai-je, un sourire aux lèvres malgré moi. La femme qui m'avait expulsé de l'avion écoutait attentivement, son visage passant de la surprise à l'intérêt. Je pouvais voir qu'elle découvrait une facette de son mari qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle avait oubliée. Soudain, elle prit la parole. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée de tout cela. Sa voix était hésitante, presque vulnérable. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé de cette partie de ta vie ?» demanda-t-elle à son mari. Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je suppose que j'avais honte. Honte d'avoir abandonné nos rêves, d'avoir choisi la sécurité financière plutôt que la passion. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Je pouvais sentir le poids des années perdues, des opportunités manquées, mais aussi la possibilité d'un nouveau départ. Ma fille, qui avait écouté attentivement, prit alors la parole. « Papa, dit-elle doucement, pourquoi n'as-tu jamais abandonné ?»
Même après toutes ces années, tu continues à travailler sur ce projet. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, parce que je crois en ce que nous faisions. Je crois que nous pouvons faire une différence, même si c'est à petite échelle. Chaque goutte d'eau économisée, chaque plant qui pousse grâce à notre système, c'est une victoire. Le fils de mon ancien ami, le petit ami de ma fille, intervint alors. « C'est fascinant, dit-il avec enthousiasme. J'ai étudié l'ingénierie environnementale à l'université. J'adorerais en savoir plus sur votre projet. » Je vis une lueur d'espoir dans les yeux de ma fille. Peut-être que cette soirée qui avait commencé dans la tension pourrait-elle ouvrir de nouvelles possibilités. Alors que le dîner touchait à sa fin, je sentais que quelque chose avait changé. Les regards n'étaient plus hostiles mais curieux, presque bienveillants. La femme qui m'avait humilié plus tôt dans la journée semblait lutter intérieurement, comme si elle cherchait les mots justes. Finalement, alors que nous nous apprêtions à partir, elle s'approcha de moi. « Je voudrais m'excuser pour mon comportement dans l'avion, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai agi de manière inexcusable. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Je la regardais dans les yeux, y voyant pour la première fois non pas du mépris, mais de la sincérité. « Le pardon est comme l'eau, » dis-je doucement. « Il nourrit la terre et permet à de nouvelles choses de grandir. » En quittant leur maison ce soir-là, je sentais que quelque chose avait changé. Les graines d'une nouvelle compréhension avaient été plantées. Restait à voir si elles germeraient et grandiraient, ou si elles seraient étouffées par les mauvaises herbes du passé. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais l'espoir fleurir dans mon cœur, comme une jeune pousse après la pluie. Les jours qui suivirent ce dîner inattendu furent remplis d'une étrange mixture d'espoir et d'appréhension. Je retournai à ma ferme, à mes champs qui attendaient impatiemment d'être irrigués, mais mon esprit vagabondait constamment vers cette soirée qui avait bouleversé tant de choses. Ma fille, Amélie, venait me voir plus souvent, ses yeux brillants d'une nouvelle lueur. Elle me parlait de Pierre, le fils de mon ancien ami, avec une passion que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Papa, me dit-elle un jour alors que nous inspections les cultures, Pierre est vraiment intéressé par ton projet. Il pense qu'avec ses connaissances en ingénierie environnementale, il pourrait apporter des améliorations significatives. » Je hochai la tête, touché par son enthousiasme, mais aussi prudent. « C'est gentil à lui, ma chérie. Mais n'oublie pas que son père a abandonné ce projet il y a longtemps. Les gens changent, mais parfois les blessures du passé sont difficiles à guérir. » Amélie me regarda avec détermination. « Justement, papa, c'est l'occasion de guérir ses blessures. Pierre n'est pas son père. Il veut faire une différence, comme toi. » Ces paroles me firent réfléchir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que la nouvelle génération pourrait réparer les erreurs de l'ancienne. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur le système d'irrigation dans le champ le plus éloigné de la ferme, j'entendis le bruit d'une voiture qui approchait. À ma grande surprise, c'était la femme de l'avion, Élise, qui descendit du véhicule. Elle semblait mal à l'aise, déplacée dans cet environnement rural avec ses vêtements de ville. « Bonjour, dit-elle en s'approchant hésitante. Je voulais voir par moi-même. Votre travail, je veux dire. » Je posai mes outils et m'essuyai les mains sur mon pantalon. « Bienvenue, dis-je simplement, ne sachant pas trop quoi ajouter. » Elle regarda autour d'elle, observant les champs verdoyants et le système d'irrigation rudimentaire mais efficace que j'avais mis en place. « C'est impressionnant, » murmura-t-elle, semblant surprise par ses propres mots. « Ce n'est pas grand-chose comparé aux grandes exploitations, » répondis-je, « mais ça nous permet de survivre. » Élise secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. C'est de la persévérance, de la détermination. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Mon mari m'a raconté plus en détail votre histoire commune. Comment vous avez continué malgré tout. » Je sentis une vague d'émotion monter en moi, mais je la réprimais. « On fait ce qu'on doit faire, dis-je simplement. » Elle me regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, je vis du respect dans son regard. Je voulais vous dire, mon mari et moi, nous avons discuté. Nous pensons que votre projet mérite d'être soutenu. Nous aimerions investir si vous êtes d'accord. Je restai bouche bée, incapable de répondre pendant un moment. C'est très généreux, balbutiai-je finalement. Mais pourquoi? Élise sourit légèrement. Disons que j'ai réalisé que j'avais beaucoup à apprendre et peut-être quelque chose à offrir en retour. Cette conversation marqua le début d'une transformation. Dans les semaines qui suivirent, Pierre commença à venir régulièrement à la ferme.
apportant avec lui des idées nouvelles et une énergie rafraîchissante. Il passait des heures avec moi dans les champs, posant des questions, proposant des améliorations, dessinant des plans. Un jour, alors que nous travaillions sur une nouvelle section du système d'irrigation, Pierre s'arrêta et me regarda sérieusement. « Monsieur, dit-il, je voulais vous dire, je sais que mon père vous a déçu par le passé, mais je ne suis pas lui. Je crois en ce projet, en ce que nous faisons ici. » Je posai ma main sur son épaule, ému par sa sincérité. « Je le sais, Pierre, et je suis heureux que tu sois là. » Pendant ce temps, Élise commença à utiliser ses contacts dans le monde des affaires pour promouvoir notre projet. Elle organisa des réunions avec des investisseurs potentiels, parla de notre travail dans des conférences sur l'agriculture durable. Son mari, mon ancien ami François, commença lui aussi à s'impliquer, apportant son expertise financière pour nous aider à structurer le projet de manière viable. Cependant, tout n'était pas rose. Certains dans la communauté locale voyèrent d'un mauvais œil cette soudaine implication de gens de la ville dans nos affaires. Des rumeurs commencèrent à circuler, suggérant que j'avais vendu mon âme à des capitalistes sans scrupules. Un soir, alors que nous célébrions les progrès réalisés autour d'un dîner à la ferme, mon voisin Jean-Luc débarqua furieux. « Qu'est-ce que tu fais, Claude » cria-t-il. « Tu laisses ces gens de la ville prendre le contrôle de tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Je me levai, essayant de calmer la situation. « Jean-Luc, ce n'est pas ce que tu crois. Ils sont là pour nous aider, pour faire grandir le projet. » Mais Jean-Luc ne voulait rien entendre. « Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié qui sont tes vrais amis. » Il jeta un regard méprisant à Élise et François, avant de partir en claquant la porte. Le silence qui suivit était pesant. Je regardais autour de la table, voyant l'inquiétude sur les visages d'Amélie et Pierre, la confusion chez Élise et François. « Je suis désolé, dis-je finalement. Les choses changent rapidement, et certains ont du mal à l'accepter. » François prit la parole, sa voix empreinte de détermination. « Nous devons faire comprendre à la communauté que nous ne sommes pas là pour prendre le contrôle, mais pour collaborer, pour créer quelque chose qui bénéficiera à tous. » Élise acquiesça. « Peut-être devrions-nous organiser une réunion communautaire. Expliquer notre vision, écouter leurs préoccupations. » L'idée était bonne, mais je savais que ce ne serait pas facile. Les vieilles méfiances, les préjugés des deux côtés ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Cette nuit-là, alors que tout le monde était parti et que je me retrouvais seul dans ma vieille maison, je ne pus m'empêcher de réfléchir à quel point les choses avaient changé. Il y a quelques mois à peine, j'étais un simple fermier luttant pour survivre. Maintenant, j'étais au centre d'un projet qui pourrait potentiellement transformer non seulement ma vie, mais celle de toute la communauté. Je sortis sur le porche, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus des champs. Le chemin à parcourir serait difficile, je le savais. Il y aurait des obstacles, des moments de doute, peut-être même des trahisons. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'étais pas seul dans cette lutte. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit d'un véhicule approchant de la ferme. C'étaient Amélie et Pierre, arrivant tôt pour commencer le travail. Je les regardais depuis la fenêtre, observant leur enthousiasme, leur complicité, la façon dont ils se complétaient parfaitement. À cet instant, je réalisais que ce projet était devenu bien plus qu'une simple affaire d'irrigation. C'était devenu un pont entre deux mondes, une chance de guérir de vieilles blessures et de créer quelque chose de nouveau et de beau. Avec un sourire, je sortis pour les rejoindre. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de défis, et j'étais prêt à y faire face, une goutte d'eau à la fois. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. L'idée d'Élise d'organiser une réunion communautaire prit forme, et bientôt, nous nous retrouvâmes à préparer l'événement qui, nous l'espérions, apaiserait les tensions et rallierait la communauté à notre cause. La veille de la réunion, alors que je vérifiais une dernière fois le système d'irrigation dans les champs, je fus surpris de voir Jean-Luc, mon voisin qui avait fait irruption lors de notre dîner, s'approcher lentement. Son visage était un mélange de honte et de détermination. « Claude » commença-t-il hésitant, « je voulais m'excuser pour mon comportement l'autre soir. J'ai réagi de manière excessive. » Je posai ma pelle et me tournai vers lui. « Je comprends tes inquiétudes, Jean-Luc. Le changement peut faire peur. » Il hocha la tête. « C'est vrai. Mais j'ai réfléchi et je veux comprendre. Ce que vous faites, toi et ces gens de la ville. Peut-être que c'est une bonne chose pour nous tous. » Ces mots me touchèrent profondément.
Viens à la réunion demain, lui dis-je. Écoute ce que nous avons à dire et n'hésite pas à poser tes questions. Nous sommes tous dans le même bateau, Jean-Luc. Nous voulons tous un avenir meilleur pour notre communauté. Le jour de la réunion arriva et la salle communale était pleine à craquer. Fermiers, commerçants locaux et même quelques curieux des villes voisines s'étaient rassemblés. L'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation et de méfiance. Je pris une profonde inspiration avant de monter sur l'estrade. Élise, François, Amélie et Pierre étaient à mes côtés, formant un front uni. Je balayais la salle du regard, reconnaissant des visages familiers, des amis de longue date et des personnes que je n'avais jamais vues auparavant. « Mes amis », commençai-je, ma voix tremblant légèrement, « nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'avenir, de notre avenir à tous. » Je leur parlais de notre projet d'irrigation, de comment il pourrait transformer non seulement nos fermes, mais toute la région. J'expliquais comment la collaboration avec Élise et François nous permettrait d'accéder à des ressources et des connaissances que nous n'aurions jamais eues autrement. Élise prit ensuite la parole, sa voix assurée résonnant dans la salle. « Je sais que beaucoup d'entre vous me voient comme une étrangère, une citadine qui ne comprend rien à votre mode de vie. Et il y a quelques mois, vous auriez eu raison. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard. « Mais grâce à Claude, grâce à vous tous, j'ai appris l'importance de la terre, de la communauté. Je ne suis pas ici pour prendre le contrôle, mais pour apprendre et pour aider. » François intervint à son tour, parlant des aspects financiers du projet, de comment il pourrait attirer des investissements dans la région tout en préservant l'indépendance des agriculteurs locaux. Puis ce fut au tour de Pierre et Amélie. Leur passion et leur enthousiasme étaient contagieux, alors qu'ils expliquaient les détails techniques du système d'irrigation et comment il pourrait être adapté à différentes exploitations. Lorsque nous ouvrîmes le débat, les questions fusèrent. Certaines étaient hostiles, d'autres curieuses, mais toutes étaient importantes. « Comment pouvons-nous être sûrs que vous ne prendrez pas le contrôle de nos terres ?» demanda un fermier âgé. « Que se passera-t-il si le projet échoue? Qui en supportera les conséquences ?» s'inquiéta une jeune mère. Nous répondîmes du mieux que nous pûmes, avec honnêteté et transparence. Nous admîmes qu'il y avait des risques, mais aussi d'immenses opportunités. À ma grande surprise, ce fut Jean-Luc qui se leva pour prendre la parole. « Écoutez, dit-il, sa voix forte attirant l'attention de tous. J'étais le premier à me méfier de ce projet, mais j'ai réfléchi. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Les temps changent, le climat change. Si nous ne nous adaptons pas, nous disparaîtrons. Ce projet, c'est peut-être notre chance de survivre, de prospérer même. » Ces mots eurent un impact puissant sur l'Assemblée. Je vis des têtes hochées, des regards s'éclairer de compréhension. La réunion se poursuivit pendant des heures. À la fin, bien que toutes les inquiétudes n'aient pas été dissipées, il y avait un sentiment général d'espoir et d'anticipation. Nous avions réussi à planter les graines du changement. Alors que les gens commençaient à partir, une jeune femme s'approcha de moi. Je la reconnus immédiatement. C'était la journaliste qui avait filmé mon expulsion de l'avion. « Monsieur, dit-elle, je m'appelle Sophie. J'aimerais faire un reportage sur votre projet. Je pense que c'est une histoire qui mérite d'être racontée. » J'hésitai un moment, me souvenant de la vidéo humiliante. Mais je vis dans ses yeux une sincère curiosité, un désir de comprendre et de partager notre histoire. « D'accord, dis-je finalement, mais à une condition. Je veux que vous montriez la vérité. Pas seulement les beaux côtés, mais aussi les difficultés, les doutes. Les gens doivent comprendre que le changement n'est jamais facile, mais qu'il peut en valoir la peine. » Sophie hocha la tête, un sourire aux lèvres. « C'est exactement ce que je veux faire, raconter une histoire vraie, avec toutes ses nuances. » Les jours qui suivirent furent remplis d'une énergie nouvelle. Les fermiers locaux commencèrent à s'intéresser au projet, posant des questions, offrant des suggestions. Élise et François mirent leurs ressources et leurs contacts à contribution, attirant l'attention d'investisseurs et d'experts en agriculture durable. Pierre et Amélie travaillaient sans relâche, perfectionnant le système d'irrigation, l'adaptant aux différents types de sols et de cultures de la région. Leur amour semblait grandir en même temps que le projet, nourri par leur passion commune pour l'innovation et le développement durable. Un matin, alors que je travaillais dans les champs avec Pierre, il s'arrêta soudainement et me regarda avec sérieux. « Claude, dit-il, je voulais vous demander quelque chose. J'aime Amélie plus que tout au monde. Je voudrais lui demander de m'épouser.
Mais je voulais d'abord avoir votre bénédiction. » Je sentis mon cœur se gonfler de joie et d'émotion. « Pierre, répondis-je, posant ma main sur son épaule, tu as non seulement ma bénédiction, mais aussi mon respect et mon affection. Tu as prouvé que tu étais un homme de valeur, pas seulement par tes compétences, mais par ton cœur. » Le sourire qui illumina son visage valait tous les trésors du monde. Nous nous étreignîmes, deux hommes unis non seulement par l'amour d'une femme, mais aussi par une vision commune d'un avenir meilleur. Cependant, alors que le projet prenait de l'ampleur et attirait de plus en plus l'attention, de nouveaux défis se profilaient à l'horizon. Des intérêts plus grands commençaient à s'intéresser à ce que nous faisions, et pas toujours avec les meilleures intentions. Un soir, alors que nous célébrions les fiançailles d'Amélie et Pierre, François reçut un appel qui allait tout changer. Son visage s'assombrit alors qu'il écoutait, et quand il raccrocha, il nous regarda tous avec une expression grave. « Nous avons un problème, dit-il. Une grande entreprise agrochimique a entendu parler de notre projet. Ils veulent soit le racheter, soit l'écraser. » Le silence qui suivit était lourd de tension et d'inquiétude. Nous savions tous que ce moment marquerait un tournant dans notre aventure. Les enjeux venaient de devenir beaucoup plus importants, et l'avenir que nous avions imaginé semblait soudain beaucoup plus incertain. Mais alors que je regardais autour de moi, voyant la détermination dans les yeux de mes amis et de ma famille, je sus que nous étions prêts à relever ce nouveau défi. Ensemble, nous avions déjà accompli l'impossible. Et ensemble, nous continuerions à nous battre pour notre terre, notre communauté et notre avenir. L'annonce de François concernant la menace de l'entreprise agrochimique jeta un froid sur notre célébration. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable, chacun d'entre nous cherchant à comprendre l'ampleur du défi qui nous attendait. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur les champs, je trouvai Élise assise sur le porche de la ferme, une tasse de café à la main, le regard perdu dans l'horizon. Je m'assis à côté d'elle, sentant le poids de ses préoccupations. « À quoi penses-tu » lui demandai-je doucement. Elle soupira, ses yeux toujours fixés au loin. « Je pense à quel point les choses ont changé. Il y a quelques mois, je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Et maintenant, je suis ici, me battant à tes côtés pour quelque chose en quoi je crois profondément. » Je posai ma main sur la sienne, sentant sa chaleur à travers la tasse de café. Le changement peut être effrayant, mais il peut aussi être beau. Regarde tout ce que nous avons accompli ensemble. Élise se tourna vers moi, ses yeux brillants de détermination. Tu as raison, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser cette entreprise détruire tout ça. Nous passâmes les jours suivants à élaborer une stratégie. François utilisa ses contacts dans le monde des affaires pour en apprendre davantage sur l'entreprise qui nous menaçait. Amélie et Pierre travaillèrent sans relâche pour documenter chaque aspect de notre système d'irrigation, prouvant son efficacité et son importance pour la communauté. Pendant ce temps, Sophie, la journaliste, continuait son reportage. Elle passait ses journées à la ferme, observant, posant des questions, capturant chaque moment de notre lutte. Sa présence, d'abord dérangeante, devint rapidement rassurante. Elle était devenue le témoin de notre histoire, la gardienne de notre vérité. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour de la table de la cuisine, discutant de nos prochaines actions, Sophie nous interrompit. « J'ai une idée, dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. Et si nous utilisions les médias à notre avantage ? Un reportage bien placé pourrait attirer l'attention du public sur votre projet et sur la menace qui pèse sur lui. » Nous échangeâmes des regards, considérant cette possibilité. C'était risqué, mais cela pourrait aussi être notre meilleure chance. « Ça pourrait marcher, » dit François lentement. « Si nous pouvons rallier l'opinion publique, cela rendrait plus difficile pour l'entreprise de nous écraser sans conséquence. Mais cela pourrait aussi les pousser à agir plus rapidement, » avertit Élise, toujours pragmatique. Je regardais chacun d'entre eux, sentant le poids de la décision sur mes épaules. « Je pense que nous devrions le faire, » dis-je finalement. « Nous n'avons rien à cacher. Notre projet est bon pour la communauté, bon pour l'environnement. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. » La décision prise, nous nous mîmes au travail. Sophie passa des jours à peaufiner son reportage, aidée par Amélie et Pierre qui lui fournissaient des données techniques et des témoignages de fermiers locaux. François et Élise utilisèrent leurs contacts pour s'assurer que le reportage serait diffusé à une heure de grande écoute. La veille de la diffusion, nous étions tous nerveux. Jean-Luc et d'autres fermiers de la région vinrent nous rejoindre pour regarder ensemble.
L'atmosphère était électrique, mélange d'anticipation et d'appréhension. Lorsque le reportage commença, un silence total s'abattit sur la pièce. Sophie avait fait un travail remarquable, capturant l'essence de notre projet, montrant comment il avait transformé non seulement nos fermes, mais aussi notre communauté. Elle n'avait pas non plus hésité à mentionner la menace qui pesait sur nous, appelant implicitement les téléspectateurs à prendre position. Quand les dernières images s'estompèrent, il y eut un moment de silence avant que la pièce n'explose en applaudissements et en cris de joie. Nous nous étreignîmes, les larmes aux yeux, sentant que nous avions franchi une étape importante. Mais notre joie fut de courte durée. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à faire face aux retombées du reportage, un groupe de voitures de luxe arriva à la ferme. Des hommes en costume en sortirent, l'air grave et déterminé. « Monsieur Dubois ?» demanda l'un d'eux en s'approchant de moi. « Je suis Robert Lefort, PDG de Agritech. Nous aimerions discuter avec vous et vos associés. » Mon cœur se serra, mais je gardai mon calme. « Bien sûr, répondis-je. Entrez, s'il vous plaît. » Alors que nous nous dirigions vers la maison, je croisai le regard d'Élise. Elle hocha imperceptiblement la tête, un message silencieux passant entre nous. Quoi qu'il arrive, nous étions prêts à nous battre. La réunion qui suivit fut tendue. Robert Lefort, un homme d'une 50aine d'années au regard acéré, ne perdit pas de temps en civilité. « Votre reportage d'hier soir était intéressant, dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Mais je pense que vous ne réalisez pas dans quoi vous vous êtes engagé. Notre entreprise a des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous pourrions vous écraser en un claquement de doigts. » François se pencha en avant, les yeux brillants de défi. « Peut-être, mais à quel coût pour votre image publique? Le monde nous regarde maintenant. » Lefort ricana. « L'opinion publique est volatile. Dans une semaine, ils auront oublié votre petit projet. » C'est alors qu'Amélie intervint, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous vous trompez. Ce n'est pas qu'un projet, c'est l'avenir de notre communauté, de notre mode de vie. Et nous ne l'abandonnerons pas sans nous battre. » Je regardais ma fille avec fierté, sentant une vague d'émotion monter en moi. Elle avait raison. Ce pourquoi nous nous battions était bien plus grand que nous. Lefort nous regarda tour à tour, son expression passant de la colère à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Très bien, dit-il finalement. Vous voulez jouer dur? Nous pouvons jouer dur. Vous avez une semaine pour accepter notre offre de rachat. Après cela, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour vous arrêter. » Avec ces mots, il se leva et quitta la pièce, ses hommes sur ses talons. Nous restâmes assis en silence pendant un long moment après leur départ, digérant ce qui venait de se passer. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Pierre, brisant finalement le silence. Je regardais chacun d'entre eux, ces personnes qui étaient devenues ma famille élargie, qui s'étaient abattues à mes côtés contre vent et marée. « Nous continuons à nous battre, dis-je simplement. Nous avons une semaine pour trouver une solution, et nous allons la trouver. » Élise se leva, son visage empreint de détermination. « Je vais contacter tous mes contacts dans les médias. Nous devons maintenir la pression de l'opinion publique. » François acquiesça. « Je vais parler à des avocats. Il doit y avoir un moyen de les combattre légalement. » « Pierre et moi allons accélérer nos recherches, » ajouta Amélie. « Si nous pouvons prouver que notre système est nettement supérieur au leur, cela pourrait faire pencher la balance en notre faveur. » Alors que chacun se mettait au travail, je sortis sur le porche, regardant les champs qui s'étendèrent devant moi. La menace qui pesait sur nous était réelle et effrayante. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul face à l'adversité. Nous avions créé quelque chose de précieux ici, quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Le soleil commençait à se coucher, baignant les champs d'une lueur dorée. Malgré l'incertitude de l'avenir, je sentis un sentiment d'espoir grandir en moi. Quoi qu'il arrive, nous affronterions cette tempête ensemble. Les jours qui suivirent la visite de Robert Lefort furent un tourbillon d'activités frénétiques. Notre petite ferme, autrefois paisible, était devenue le centre d'une tempête médiatique et juridique. Chaque membre de notre équipe improvisée travaillait sans relâche, déterminé à sauver non seulement notre projet, mais aussi notre vision d'un avenir meilleur pour la communauté. Élise, fidèle à sa parole, avait mobilisé tous ses contacts dans les médias. Grâce à ses efforts, notre histoire était maintenant reprise par des journaux nationaux et des chaînes de télévision. Chaque jour, de nouveaux journalistes arrivaient à la ferme,
désireux de capturer l'essence de notre lutte contre le géant de l'agrochimie. François, quant à lui, passait ses journées en consultation avec une équipe d'avocats qu'il avait réunie. Ils exploraient toutes les options légales possibles, cherchant des failles dans la stratégie d'Agritech, tout en renforçant notre position. Amélie et Pierre travaillaient jour et nuit dans le laboratoire de fortune que nous avions installé dans la grange. Ils affinaient notre système d'irrigation, cherchant à le rendre encore plus efficace, plus économique, plus révolutionnaire. Moi, je me retrouvais souvent à jouer le rôle de médiateur, de porte-parole, de figure paternelle pour notre groupe disparate mais uni. C'était un rôle auquel je ne m'étais jamais préparé, mais que j'embrassais avec toute la force et la conviction dont j'étais capable. Un matin, alors que nous prenions un petit déjeuner rapide avant de nous remettre au travail, Sophie, la journaliste, fit irruption dans la cuisine, le visage rayonnant d'excitation. « J'ai une nouvelle incroyable !» s'exclama-t-elle. « Mon reportage a été repris par une chaîne internationale. Votre histoire est en train de devenir virale à l'échelle mondiale. » Nous nous regardâmes, stupéfaits. Notre petite lutte locale était en train de prendre une ampleur que nous n'aurions jamais imaginée. « Ce n'est pas tout », continua Sophie. « J'ai reçu des messages de fermiers du monde entier. Ils sont inspirés par votre combat. Certains veulent même adopter votre système d'irrigation. » Cette nouvelle fut comme une bouffée d'air frais. Nous réalisions soudain que notre combat dépassait largement les frontières de notre petite communauté. Nous étions en train de devenir le symbole d'une lutte plus grande, celle de l'agriculture durable contre les géants de l'industrie. Cependant, avec cette notoriété croissante vint aussi une pression accrue. Agritech intensifia ses efforts pour nous discréditer. Des rumeurs commencèrent à circuler, remettant en question l'efficacité de notre système, la légalité de nos actions, même l'intégrité de nos motivations. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour de la table de la cuisine, épuisés mais déterminés, Jean-Luc fit irruption, le visage sombre. « Claude, dit-il essoufflé, il y a des problèmes en ville. Certains fermiers commencent à douter. Agritech leur a fait des offres alléchantes pour qu'ils se retournent contre nous. » Cette nouvelle fut comme un coup de poignard. Nous avions tellement focalisé notre attention sur la lutte contre Agritech que nous avions négligé de maintenir le soutien de notre propre communauté. « Nous devons faire quelque chose, » dit Amélie, la voix tremblante d'émotion. « Nous ne pouvons pas laisser Agritech diviser notre communauté. » François se leva, une lueur de détermination dans les yeux. « J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une grande réunion publique? Inviter toute la communauté, leur montrer exactement ce que nous faisons, répondre à toutes leurs questions et préoccupations. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Nous passâmes les jours suivants à tout organiser. La salle communale fut réservée, des invitations furent envoyées et nous préparâmes des présentations détaillées de notre projet et de ses bénéfices pour la communauté. Le soir de la réunion arriva et la salle était pleine à craquer. Fermiers, commerçants locaux, familles, tous étaient là, certains curieux, d'autres sceptiques, beaucoup inquiets. Je montai sur l'estrade, sentant le poids de tous ces regards sur moi. Prenant une profonde inspiration, je commençai à parler. « Mes amis, mes voisins, dis-je, ma voix portant dans la salle silencieuse. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes, des craintes. Je le comprends. Le changement fait peur, mais ce que nous essayons de faire ici, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour vous, pour vos enfants, pour l'avenir de notre communauté. » Je leur parlais de notre vision d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. Je leur montrais les résultats concrets de notre système d'irrigation, comment il avait déjà amélioré nos rendements tout en réduisant notre consommation d'eau. Puis ce fut au tour d'Amélie et Pierre de présenter les aspects techniques du projet. Ils expliquèrent avec passion et clarté comment notre système pourrait être adapté à différents types de cultures, comment il pourrait aider chaque fermier à améliorer sa production. Élise et François prirent ensuite la parole, détaillant les aspects économiques et juridiques. Ils montrèrent comment notre projet pourrait attirer des investissements dans la région, créer des emplois et renforcer l'économie locale. Enfin, nous ouvrîmes le débat. Les questions fusèrent, certaines difficiles, d'autres hostiles. Mais nous répondîmes à chacune avec honnêteté et transparence. Alors que la réunion touchait à sa fin, un silence s'installa dans la salle. Puis, lentement, un fermier âgé se leva. C'était Old Joe, respecté de tous pour sa sagesse et son expérience. « J'ai vu beaucoup de changements dans ma vie, dit-il, sa voix rauque portant dans la salle silencieuse.
certains bons, d'autres mauvais. Mais ce que je vois ici, c'est l'avenir. Un avenir où nous prenons soin de notre terre, où nous travaillons ensemble pour le bien de tous. Je soutiens ce projet et j'espère que vous tous ferez de même. Ces mots furent suivis d'un moment de silence, puis d'une vague d'applaudissements qui enfla jusqu'à emplir toute la salle. Je sentis les larmes me monter aux yeux, submergés par l'émotion. Alors que les gens commençaient à partir, beaucoup s'arrêtèrent pour nous serrer la main, nous offrir leur soutien. Nous avions réussi à rallier notre communauté, à renforcer notre unité face à la menace d'Agritech. Cette nuit-là, alors que nous rentrions à la ferme, épuisés mais euphoriques, je réalisais que notre lutte avait pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement notre combat, c'était devenu celui de toute une communauté. Cependant, notre victoire était loin d'être assurée. Agritech était toujours là, menaçant, et le délai qu'il nous avait donné touchait à sa fin. Nous avions gagné une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Alors que je me tenais sur le porche, regardant les étoiles briller au-dessus des champs, je sentis une présence à mes côtés. C'était Élise, son visage reflétant la même détermination que je ressentais. « Nous allons y arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Je pris sa main dans la mienne, sentant la chaleur de son contact. « Oui, » répondis-je avec conviction. « Ensemble, nous allons y arriver. » Et tandis que nous restions là, main dans la main, regardant l'horizon, je sentis une vague d'espoir et de détermination monter en moi. Quels que soient les défis qui nous attendaient, nous étions prêts à les affronter. Ensemble, unis, nous étions plus forts que jamais. Le jour tant redouté arriva enfin. Une semaine s'était écoulée depuis l'ultimatum de Robert Lefort, et nous savions qu'Agritech ne tarderait pas à passer à l'action. L'atmosphère à la ferme était électrique, un mélange de tension et de détermination. Dès l'aube, nous nous étions tous rassemblés dans la cuisine, sirotant du café en silence, chacun perdu dans ses pensées. Amélie et Pierre révisaient une dernière fois leurs données. François parcourait des documents juridiques. Élise vérifiait frénétiquement son téléphone pour les dernières nouvelles. Soudain, le bruit de plusieurs voitures approchant brisa le silence. Nous nous précipitâmes tous à la fenêtre pour voir une flotte de véhicules noirs s'arrêter devant la maison. Robert Lefort en descendit, suivi d'une armée d'hommes en costume. « C'est l'heure, » dis-je, prenant une profonde inspiration. « Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de pourquoi nous nous battons. » Nous sortîmes ensemble sur le porche, formant un front uni face à nos adversaires. Lefort s'approcha, son visage un masque d'arrogance et de détermination. « Monsieur Dubois, » dit-il, sa voix dégoulinant de fausse cordialité, « j'espère que vous avez pris la bonne décision. Êtes-vous prêt à nous vendre votre projet ?» Je le regardai droit dans les yeux, puisant ma force dans la présence de mes amis et de ma famille à mes côtés. « Non, monsieur Lefort, nous ne vendons pas. Ce projet n'est pas à vendre, ni aujourd'hui, ni jamais. » Le visage de Lefort se durcit. « Vous faites une grave erreur. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous exposez. » C'est alors qu'Élise fit un pas en avant. « Au contraire, monsieur Lefort. C'est vous qui n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous exposez. » Elle fit un signe et soudain, des dizaines de voitures commencèrent à arriver, remplissant le chemin de la ferme. Des fermiers locaux, des habitants de la ville, des journalistes, tous descendèrent de leurs véhicules, formant une foule impressionnante. Jean-Luc était là ainsi que le vieux Joe, et même le maire de notre petite ville. Lefort regarda autour de lui, visiblement déstabilisé. « Qu'est-ce que cela signifie ?» François s'avança à son tour. « Cela signifie, monsieur Lefort, que vous ne vous battez pas seulement contre nous. Vous vous battez contre toute une communauté. » Le maire prit alors la parole. « Monsieur Lefort, notre conseil municipal a voté hier soir. Nous avons décidé de déclarer le projet de monsieur Dubois comme étant d'intérêt public pour notre communauté. Toute tentative de l'arrêter sera considérée comme une attaque contre notre ville. » Je vis le visage de Lefort pâlir alors qu'il réalisait l'ampleur de la situation, mais il n'avait pas dit son dernier mot. « Très bien, cracha-t-il. Vous voulez jouer à ce jeu ? Nous allons le jouer. Nous avons les moyens de vous écraser légalement. Nous allons contester chaque brevet, chaque permis. Nous allons vous enterrer sous une montagne de paperasse et de procès. » C'est alors qu'Amélie fit un pas en avant, tenant un dossier épais. « Vous pouvez essayer, monsieur Lefort. Mais vous devriez d'abord jeter un œil à ceci. » Elle lui tendit le dossier. Lefort l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure qu'il en parcourait le contenu. « C'est impossible, » murmura-t-il. Pierre sourit. « Pas impossible, monsieur Lefort, juste de la science. Nous avons amélioré notre système d'irrigation bien au-delà de ce que vous pensiez possible.
Ces données montrent une efficacité et une économie d'eau que votre entreprise ne pourra pas égaler avant des années. François ajouta, « Et le meilleur dans tout ça? Nous avons décidé de rendre ces améliorations open source. Elles appartiennent maintenant au domaine public. Vous ne pouvez pas les acheter, vous ne pouvez pas les supprimer. » Lefort semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il regarda autour de lui, voyant les visages déterminés qui l'entouraient, réalisant soudain qu'il avait perdu. « Ce n'est pas terminé, gronda-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est terminé, dis-je calmement, mais cela pourrait être un nouveau départ. Pour nous tous. » Lefort me regarda confus. « Que voulez-vous dire? Nous ne voulons pas détruire votre entreprise, monsieur Lefort. Nous voulons changer l'industrie, faire les choses différemment, de manière plus durable, plus éthique. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Imaginez ce que nous pourrions accomplir en combinant vos ressources et notre innovation. » Il y eut un long moment de silence. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans l'esprit de Lefort alors qu'il considérait cette possibilité. Finalement, il hocha lentement la tête. Peut-être que nous pourrions en discuter. Un soupir collectif de soulagement parcourut la foule. La tension qui avait régné sur la ferme pendant des semaines commença enfin à se dissiper. Alors que Lefort et ses hommes repartaient, promettant de revenir pour des discussions plus approfondies, je sentis une vague d'émotion me submerger. Nous l'avions fait. Nous avions résisté, nous avions tenu bon et maintenant, nous avions une chance de vraiment changer les choses. Je me tournai vers ma famille, mes amis, ma communauté. Leurs visages rayonnaient de fierté et de joie. Élise me prit dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Amélie et Pierre s'embrassèrent passionnément, célébrant non seulement notre victoire, mais aussi leur amour qui avait grandi à travers cette épreuve. François me serra la main, un large sourire sur son visage. « Nous l'avons fait, mon ami. Nous avons vraiment réussi. » Jean-Luc s'approcha, me donnant une tape amicale dans le dos. « Tu nous as tous rendus fiers, Claude. Tu as montré ce que signifie vraiment être un leader. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant les champs d'une lueur dorée, je réalisais que ce n'était pas seulement une victoire pour nous. C'était une victoire pour l'agriculture durable, pour les communautés rurales partout dans le monde, pour l'idée que des gens ordinaires pouvaient se dresser contre des géants et gagner. Cette nuit-là, alors que nous célébrions autour d'un grand feu de joie, entourés de toute la communauté, je ne pus m'empêcher de penser à quel point les choses avaient changé. Il y a quelques mois à peine, j'étais un simple fermier humilié et expulsé d'un avion. Maintenant, j'étais au centre d'un mouvement qui pourrait changer l'avenir de l'agriculture. Mais plus important encore, j'avais trouvé une nouvelle famille. Élise, qui était passée du mépris à l'amour et au respect. François, mon vieil ami retrouvé. Amélie et Pierre, dont l'amour et la détermination m'inspiraient chaque jour. Et toute cette communauté qui s'était rassemblée autour de nous, nous soutenant dans notre combat. Alors que je regardais les étoiles briller au-dessus de nous, je sus que quels que soient les défis qui nous attendaient encore, nous étions prêts à les affronter. Ensemble, unis, nous pouvions accomplir l'impossible. L'avenir s'annonçait radieux, plein de promesses et de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que demain nous réserverait. Les mois qui suivirent notre confrontation avec Agritech furent une période de transition intense et passionnante. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour sauver notre projet s'était transformé en une opportunité de redéfinir l'avenir de l'agriculture durable à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée. Les premières semaines furent consacrées à d'intenses négociations avec Robert Lefort et son équipe. Contre toute attente, Lefort s'était montré ouvert à l'idée de collaboration, reconnaissant le potentiel révolutionnaire de notre système d'irrigation. Ce ne fut pas un processus facile. Il y eut des désaccords, des moments de tension, des compromis difficiles à faire. Mais petit à petit, nous commencions à trouver un terrain d'entente. Un matin, alors que nous prenions notre café sur le porche de la ferme, Élise me surprit avec une réflexion inattendue. « Tu sais, Claude, dit-elle, les yeux fixés sur l'horizon, je pense que cette expérience a changé Lefort autant que nous. » Je la regardais, intrigué. « Que veux-tu dire ?» Elle se tourna vers moi, un petit sourire aux lèvres. J'ai vu quelque chose dans ses yeux lors de notre dernière réunion, une sorte d'étincelle, comme s'il redécouvrait la passion qui l'avait poussé à se lancer dans ce domaine en premier lieu. Je méditais ses paroles, réalisant qu'elle avait peut-être raison. Lefort, malgré son attitude initiale,
semblait de plus en plus investi dans notre vision d'une agriculture plus durable et éthique. Pendant ce temps, Amélie et Pierre continuaient à perfectionner notre système d'irrigation. Avec les ressources supplémentaires fournies par Agritech, ils étaient capables de pousser leurs recherches encore plus loin. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouvelles possibilités d'amélioration. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble, Pierre nous fit une annonce excitante. Nous avons réussi à adapter le système pour qu'il fonctionne avec des cultures en terrasse, dit-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Cela pourrait révolutionner l'agriculture dans les régions montagneuses du monde entier. Amélie ajouta, « Et ce n'est pas tout. Nous travaillons sur une version miniaturisée qui pourrait être utilisée dans les jardins urbains et les petites exploitations familiales. » François, qui avait écouté attentivement, hocha la tête avec approbation. C'est exactement ce genre d'innovation qui va nous permettre de vraiment faire une différence à l'échelle mondiale. Alors que notre projet prenait de l'ampleur, nous commencions à attirer l'attention au-delà de notre petite communauté. Des délégations d'agriculteurs du monde entier venaient visiter notre ferme, désireux d'en apprendre davantage sur notre système et de voir comment ils pourraient l'adapter à leurs propres besoins. Je me souviens particulièrement d'un groupe de fermiers venus d'Afrique subsaharienne. Leur leader, une femme nommée Aminata, avait les larmes aux yeux lorsqu'elle vit notre système en action. « Cela pourrait sauver nos communautés », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Vous n'avez pas idée de l'impact que cela pourrait avoir. » Ces visites nous rappelaient constamment l'importance de notre travail et nous poussaient à redoubler d'efforts. Nous n'étions plus seulement en train de sauver notre ferme ou notre communauté. Nous participions à un mouvement qui pourrait transformer des vies à travers le monde. Cependant, notre succès grandissant apportait aussi de nouveaux défis. La gestion d'un projet d'une telle envergure demandait des compétences que nous n'avions pas nécessairement. Heureusement, nous avions Élise et François pour nous guider. Élise mit en place une stratégie de communication efficace, s'assurant que notre message était entendu et compris. Elle organisa des conférences, des interviews, des visites guidées, transformant notre petite ferme en un véritable centre d'innovation agricole. François, quant à lui, gérait les aspects financiers et légaux avec une habileté remarquable. Il s'assurait que notre croissance restait durable et que nous restions fidèles à nos valeurs, malgré la pression croissante. Un jour, alors que nous discutions des prochaines étapes de notre projet, Jean-Luc fit une suggestion qui allait changer la donne. « Pourquoi ne pas créer une école ?» proposa-t-il. Un endroit où nous pourrions former la prochaine génération d'agriculteurs aux techniques d'agriculture durable. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Nous commençâmes immédiatement à planifier, transformant une partie de la ferme en salle de classe et en laboratoire d'apprentissage pratique. Le jour de l'inauguration de l'école fut l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Voir des dizaines de jeunes gens, les yeux brillants d'enthousiasme, prêts à apprendre et à porter notre vision dans le futur, était indescriptible. Amélie, qui avait accepté de diriger le programme éducatif, fit un discours inspirant. « Nous ne sommes pas seulement ici pour apprendre des techniques, dit-elle. Nous sommes ici pour changer le monde, une ferme à la fois. » Alors que je regardais autour de moi, voyant les visages souriants de ma famille, de mes amis, de notre communauté élargie, je fus submergé par une vague d'émotions. Nous avions parcouru un long chemin depuis ce jour humiliant dans l'avion. Nous avions affronté des défis qui semblaient insurmontables. Nous avions grandi, nous avions changé. Ce soir-là, alors que nous célébrions l'ouverture de l'école autour d'un grand dîner communautaire, je pris un moment pour m'éclipser. Je me rendis dans les champs, regardant le soleil se coucher sur les cultures verdoyantes, écoutant le doux murmure de notre système d'irrigation. Je sentis une présence à mes côtés et me tournai pour voir Élise. Elle glissa sa main dans la mienne, un geste qui était devenu si naturel au fil des mois. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Je souris, serrant sa main. Je pense à quel point les choses ont changé, à quel point nous avons tous changé. Elle hocha la tête, comprenant. « C'est vrai, mais tu sais ce qui n'a pas changé. L'essentiel, notre amour pour cette terre, notre désir de faire une différence. » Ces mots résonnèrent en moi, capturant parfaitement ce que je ressentais. Nous étions différents, oui, mais au fond, nous étions toujours les mêmes personnes qui avaient commencé ce voyage. Peut-être un peu plus sages, un peu plus forts, mais toujours guidés par les mêmes valeurs. Alors que nous retournions vers la fête, main dans la main, je réalisais que ce n'était pas la fin de notre histoire.
C'était plutôt le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités infinies. Et quelle que soit la direction que prendrait notre aventure, je savais une chose avec certitude. Nous l'affronterions ensemble, comme une famille, comme une communauté unie par un rêve commun. L'avenir s'annonçait brillant, plein de promesses et de défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. J'étais prêt, nous étions tous prêts, à écrire la suite de notre histoire, à cultiver un avenir meilleur pour nous tous. 5 ans ont passé depuis l'ouverture de notre école d'agriculture durable. 5 années de croissance, d'apprentissage et de transformation, non seulement pour notre projet, mais pour chacun d'entre nous. Je me tiens aujourd'hui sur la colline qui surplombe notre ferme, observant le paysage qui s'étend devant moi. Ce que je vois me remplit d'une fierté et d'une émotion indescriptibles. Là où il y avait autrefois des champs en difficulté, je vois maintenant une mosaïque verdoyante de cultures florissantes. Notre système d'irrigation, perfectionné au fil des ans, serpente à travers les terres, apportant la vie même dans les coins les plus reculés. Les bâtiments de l'école brillent au soleil, bourdonnant d'activité alors que la nouvelle génération d'agriculteurs se prépare à transformer le monde. Mais ce qui me touche le plus, ce sont les gens. Je vois Jean-Luc discuter avec un groupe d'étudiants, partageant sa sagesse accumulée au fil des années. Plus loin, François est en grande conversation avec des investisseurs, travaillant sans relâche pour s'assurer que notre vision continue de se propager à travers le monde. Amélie et Pierre sont au milieu d'un champ expérimental, testant une nouvelle variété de cultures résistantes à la sécheresse. Leur amour l'un pour l'autre n'a fait que grandir au fil des ans, tout comme leur passion pour l'innovation agricole. Leur petit garçon, mon petit-fils, joue à proximité, déjà fasciné par les plantes et la terre. Et puis il y a Élise, ma partenaire, mon roc, celle qui a été à mes côtés à chaque étape de ce voyage incroyable. Elle est en train de guider un groupe de visiteurs internationaux, son visage rayonnant, alors qu'elle explique notre philosophie et notre approche. Alors que je les observe tous, je ne peux m'empêcher de repenser à ce jour dans l'avion, il y a toutes ces années. Ce moment d'humiliation qui semblait être la fin de tout, mais qui s'est avéré être le début de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Je pense à Robert Lefort, qui est devenu un allié improbable mais précieux dans notre quête. Sa transformation d'adversaire en partenaire a été l'une des surprises les plus agréables de notre voyage. Aujourd'hui, Agritech est à l'avant-garde de l'agriculture durable, prouvant qu'il est possible pour les grandes entreprises de changer de cap et de devenir une force positive. Mes réflexions sont interrompues par l'arrivée de Sophie, la journaliste qui a joué un rôle si crucial dans notre histoire. Elle est devenue une amie chère au fil des ans, continuant à raconter notre histoire et celle d'autres innovateurs à travers le monde. « Claude, dit-elle en s'approchant, c'est l'heure, ils sont tous prêts pour vous. » Je hoche la tête, prenant une profonde inspiration. Aujourd'hui est un grand jour, nous allons annoncer le lancement de notre réseau mondial d'écoles d'agriculture durable. Ce qui a commencé ici, dans notre petite ferme, va maintenant se propager aux 4 coins du monde. Alors que nous descendons la colline ensemble, Sophie me pose une question. Après tout ce que vous avez accompli, que ressentez-vous? Je prends un moment pour réfléchir avant de répondre. De la gratitude, dis-je finalement. Une immense gratitude. Pour ma famille, mes amis, notre communauté. Pour chaque défi qui nous a rendus plus forts, chaque victoire qui nous a rapprochés de notre but. Nous arrivons à la grande tente où tout le monde est rassemblé. Je vois des visages familiers et de nouveaux, tous unis par une vision commune. Élise vient à ma rencontre prenant ma main dans la sienne alors que nous nous dirigeons vers l'estrade. Debout devant cette foule, je sens le poids de ce moment. Ce n'est pas seulement notre réussite que nous célébrons aujourd'hui, c'est le triomphe d'une idée, d'un rêve partagé par tant de personnes à travers le monde. Mes amis, commençai-je, ma voix portant dans le silence attentif. Il y a 5 ans, nous avons planté une graine d'espoir, de changement, d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, cette graine est devenue un arbre robuste, dont les branches s'étendent bien au-delà de notre petite communauté. Je parle de notre voyage, des défis que nous avons surmontés, des leçons que nous avons apprises. Je parle de l'importance de l'unité, de la persévérance, de la foi en nos rêves. Mais ce n'est que le début, continuai-je. Avec le lancement de notre réseau mondial d'écoles, nous allons porter notre vision à chaque coin du globe. Nous allons former la prochaine génération d'agriculteurs, d'innovateurs, de gardiens de la terre. Ensemble,
Nous allons cultiver un avenir où personne n'aura faim, où la terre sera respectée et chérie, où chaque communauté pourra prospérer. Alors que je termine mon discours, je vois des larmes dans les yeux de beaucoup. Des larmes de joie, d'espoir, de détermination. Je sens ma propre gorge se serrer d'émotion. Les applaudissements qui suivent sont assourdissants, remplis d'une énergie qui promet de porter notre mission bien au-delà de ce jour. Plus tard, alors que la célébration bat son plein, je m'éclipse un moment. Je retourne sur la colline, regardant le soleil se coucher sur notre ferme, sur notre avenir. Élise me rejoint, comme elle l'a toujours fait dans les moments importants. Elle glisse sa main dans la mienne, et nous restons là en silence contemplant tout ce que nous avons accompli et tout ce qui reste à faire. « Tu sais, dit-elle doucement, quand je pense à ce jour dans l'avion, je ne peux m'empêcher de me sentir reconnaissante. » Je la regarde, surpris. « Reconnaissante ?» Elle hoche la tête, un petit sourire aux lèvres. « Oui, parce que sans ce moment, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Parfois, les plus grands défis de notre vie ouvrent la voie aux plus grandes bénédictions. » Ces mots résonnent profondément en moi. Elle a raison, bien sûr. Chaque étape de notre voyage, même les plus difficiles, nous a menés ici. Alors que le ciel s'embrase de couleurs magnifiques, je réalise que c'est ça, le véritable héritage de notre travail. Pas seulement les champs verdoyants, pas seulement les innovations technologiques, mais cette compréhension profonde de notre connexion les uns aux autres et à la terre. Nous avons commencé par vouloir sauver une ferme, et en chemin, nous avons trouvé une façon de contribuer à sauver le monde. Nous avons découvert que le changement le plus profond commence souvent par le plus petit des actes, et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Alors que nous retournons vers la fête main dans la main, je sais que notre histoire n'est pas terminée. Elle continue, portée par chaque étudiant qui quitte notre école, par chaque fermier qui adopte nos méthodes, par chaque personne inspirée à faire une différence. Et c'est peut-être ça le plus beau dans tout ça. Notre histoire, qui a commencé dans l'humilité et le désespoir, est devenue une symphonie d'espoir et de possibilités, jouée par d'innombrables mains à travers le monde. Alors que nous rejoignons notre famille et nos amis, je me sens rempli de gratitude et d'anticipation. Car je sais que demain, quand le soleil se lèvera, nous serons là, prêts à écrire le prochain chapitre de notre histoire. Ensemble,